Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passée par ici et j'ai pu voir avec surprise qu'on avait déjà dépassé les 500 abonnés. Donc franchement, c'est un truc de fou, je n'en reviens pas. Un grand merci à vous pour votre confiance. Bon, j'avoue, je me suis pas mal creusé la tête pour savoir par quel sujet reprendre après un si long arrêt. Et puis finalement, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant repartir de la base de chez base, à savoir les besoins fondamentaux du cheval. Et on va commencer par le plus gros morceau, à savoir l'alimentation du cheval. Il faut savoir que l'alimentation idéale du cheval doit répondre à 3 critères. Elle doit être en continu, fibreuse et pauvre. En effet, à la base, le cheval est un animal qui vit dans les steppes, donc ce sont des grandes étendues avec très peu d'herbe et surtout une herbe très pauvre. Le cheval va donc beaucoup se déplacer pour pouvoir grappiller par-ci par-là quelques touffes d'herbe. Il va aussi manger des branchages, des feuilles, des fruits, des écorces, etc., etc. Et du coup, son appareil digestif s'est habitué à ce mode de vie nomade. Et c'est justement à cause de cet appareil digestif aussi fragile que complexe que l'on doit prêter une attention toute particulière à la nourriture que l'on donne à notre cheval. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire à l'occasion une vidéo complète sur l'appareil digestif du cheval. Vous verrez, c'est vraiment passionnant. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment simplifier au maximum de chez maximum, ceci afin d'expliquer tout simplement pourquoi l'alimentation du cheval doit répondre à ces 3 critères. Donc déjà, une partie de la digestion du cheval va se passer dans l'estomac, par l'action combinée d'enzymes et de bile. Bon, jusque-là, rien de nouveau, ça se passe exactement comme ça chez nous aussi. La différence par contre que nous, on a par rapport au cheval, c'est qu'on possède un petit organe qu'on appelle la vésicule biliaire. Et cette vésicule, son rôle, c'est tout simplement de stocker la bile jusqu'à ce que l'estomac en ait besoin pour digérer. Le cheval, il n'en a pas. Et du coup, on va avoir de la bile qui va se déverser en continu dans son estomac, et ceux qui sont en train de digérer ou non. Le problème, c'est que la bile, c'est par définition très acide. Et s'il y a trop d'acidité dans l'estomac, ça va endommager les parois. On va du coup se retrouver avec des inflammations au niveau de la paroi, voire même carrément avec des plaies plus ou moins profondes. C'est ce qu'on appelle les ulcères gastriques. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Les ulcères, du coup, c'est vraiment quelque chose de très douloureux pour le cheval. Bon, plus ou moins en fonction du cheval déjà, et puis du stade d'ulcération également. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter absolument. L'autre problème, c'est que s'il y a trop d'acidité dans l'estomac, une partie va se déverser dans l'intestin grêle. On va donc se retrouver avec un changement au niveau du pH, et du coup, les enzymes qui sont donc nécessaires à la bonne digestion vont perdre en efficacité, voire même ne plus être efficaces du tout. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. S'il y a trop d'acidité dans l'intestin grêle, le surplus va se déverser à son tour dans le gros intestin. Or, dans le gros intestin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le microbiote. Le microbiote, c'est tout simplement un ensemble de petits organismes, donc il y a par exemple des champignons, des bactéries, etc., qui sont véritablement essentiels pour la bonne digestion du cheval et plus généralement pour son état général. Sauf que ce microbiote, il est très sensible. La moindre variation de pH, de température, etc., etc., va entraîner des déséquilibres et des dysfonctionnements. On peut donc vite se retrouver avec un cheval sujet aux diarrhées, aux coliques, aux myosites, aux dermites, aux fourbures et tout un tas d'autres pathologies. On va également se retrouver avec un cheval qui va perdre de l'état puisqu'il va moins bien valoriser sa ration. Petite parenthèse, mais j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si jamais vous devez changer l'alimentation de votre cheval, il est très important de le faire progressivement sur 2 à 3 semaines. Ça permettra donc au microbiote de s'adapter en douceur, de ne pas trop le brusquer. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour la mise à l'herbe. Mais bref, revenons à nos moutons. L'idée, c'est donc de réussir à maîtriser le taux d'acidité présent dans l'estomac du cheval afin d'éviter de détraquer tout le reste. Et pour cela, le cheval a une arme toute trouvée, c'est tout simplement la salive. Et oui, plus il va y avoir de salive dans l'estomac du cheval, et plus l'acidité va baisser. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Tout simplement parce que le cheval produit le plus de salive en mangeant. Donc c'est pour cela qu'on dit que le cheval doit avoir accès à la nourriture en permanence. En réalité, après 3 à 4 heures sans nourriture, il commence déjà à souffrir de ces excès d'acidité. Et bien sûr, sinon ça serait trop simple, il y a nourriture et nourriture. À quantité égale, le cheval va produire 4 fois plus de salive avec du foin qu'avec des granulés. C'est donc pour ça que l'alimentation du cheval doit être constituée au maximum de fibres et donc de fourrage.
Et enfin, pour finir avec cette partie sur l'alimentation du cheval, rappelez-vous, je vous ai également dit qu'elle devait être pauvre. Là encore, ça a un lien avec l'acidité. En effet, de nombreux aliments, comme les céréales par exemple, sont riches en sucres complexes comme l'amidon. Et le problème, c'est que plus la ration du cheval va être riche, et plus l'estomac du cheval va mettre du temps à se vidanger. On risque donc de se retrouver avec un risque de fermentation gastrique d'une part, mais en plus de ça, ça va ralentir tout le processus de digestion chez le cheval. On va donc de nouveau se retrouver avec un surplus d'acidité dans l'estomac, et donc toutes les conséquences qu'on a vues tout à l'heure, donc les troubles métaboliques et la perte d'état notamment. En parallèle, la digestion de l'amidon va faire monter le taux de glycémie, donc très gênant pour les chevaux sujets aux problèmes métaboliques comme les chevaux SME ou encore certains types de Cushing. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument bannir les céréales, c'est pas forcément vrai, mais voilà, c'est important de savoir les conséquences que ça peut avoir sur votre cheval. C'est important également de maîtriser les quantités que vous donnez, et le mieux du coup, c'est plutôt de se faire accompagner par un vétérinaire équin ou par un nutritionniste équin. Et voilà, c'est fini pour cette première partie. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi l'alimentation du cheval doit répondre à ces 3 critères, donc en continu, fibreuse et pauvre. On va maintenant passer à la suite, les contacts sociaux. Bon, on ne le dira jamais assez, et d'ailleurs je suis sûre que je ne vous apprends rien, le cheval est un animal grégaire. Ça veut dire qu'il est fait pour vivre en petits groupes. Et on comprend facilement pourquoi en fait. Le cheval est une proie, donc vivre en groupe, c'est lui assurer sa sécurité. Il peut baisser sa garde sans se faire attaquer par d'autres prédateurs, pour dormir notamment. D'ailleurs, en parlant de sommeil du cheval, on entend souvent dire que le cheval dort debout. C'est faux. En réalité, il ne peut que somnoler quand il est debout. Donc c'est très pratique pour se reposer un petit peu, bien sûr, mais voilà, ça suffit pas. Pour qu'il puisse dormir profondément, le cheval doit être allongé sur le côté, ce qui le rend donc très vulnérable puisqu'il ne peut pas se relever rapidement. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder les chevaux qui vivent au pré. Vous verrez qu'ils ne sont jamais tous couchés en même temps. Quand certains sont en train de dormir, les autres sont debout, éveillés et aux aguets. Ils vont ainsi pouvoir prévenir les autres du moindre danger qui pourrait arriver. Et les rôles vont s'inverser régulièrement. Du coup, quand un cheval vit tout seul, isolé des autres, il ne va jamais vraiment pouvoir se relâcher pleinement puisque personne ne pourra assurer sa sécurité à sa place. Un cheval qui vit tout seul va donc être potentiellement plus fatigué et plus stressé qu'un cheval qui vit au sein d'un petit troupeau. On peut également se retrouver avec des problèmes de comportement comme l'agressivité ou encore comme les stéréotypies d'ailleurs. On va également avoir des pertes de performance ou encore une baisse des capacités d'apprentissage. Et c'est pas tout. Avoir des compagnons, c'est donc super pour pouvoir se reposer en toute sérénité, on vient de le voir, mais c'est également génial contre les insectes. Vous avez certainement déjà vu des chevaux se mettre tête bêche, où chacun chasse les mouches de la tête de l'autre avec sa queue. À côté de ça, il est vrai que les contacts physiques entre les chevaux, adultes en tout cas, sont plutôt rares, mais voilà, les chevaux, ils aiment quand même bien se faire des petits grooming, donc des petites gratouilles au niveau du garrot, et ça, c'est vraiment essentiel également pour leur bien-être moral. Passons maintenant au dernier besoin fondamental chez le cheval, le mouvement. On vient de le voir, le cheval est une proie. Et quand il se sent en danger, son premier réflexe va être la fuite. Si on empêche le cheval de fuir, il peut y avoir 2 comportements différents. On aura soit un cheval qui va développer de l'agressivité, bon ça c'est plutôt rare, soit on va avoir un cheval qui va entrer en inhibition de l'action. En gros, il va se tétaniser, et ça c'est vraiment le cas le plus courant. Et quand un cheval entre en inhibition de l'action, il y a du cortisol, l'hormone du stress, qui va être libérée en plus ou moins grande quantité. Si ça se reproduit trop souvent, le cheval va donc souffrir de stress chronique, ce qui va entraîner une baisse de son système immunitaire. C'est donc la porte ouverte à des dermites, mais aussi à des ulcères, surtout si c'est combiné à une mauvaise alimentation, ou encore à de la dépression. Et à côté de ça, on l'a vu tout à l'heure, le cheval est véritablement fait pour pouvoir marcher, marcher, marcher et encore marcher. À l'état naturel, il va quand même marcher entre 15 et 30 km par jour en moyenne, et là, on ne compte même pas les petits piétinements qu'il fait en mangeant. Tous ces kilomètres parcourus vont donc avoir un impact sur son poids et sa musculature, bien évidemment, mais aussi sur le bon fonctionnement de son appareil digestif, encore lui, ou encore sur l'état de ses pieds tout simplement. Et aujourd'hui, on le sait, les chevaux ont tendance à trop peu marcher. Combiné à une alimentation souvent trop riche, on se retrouve donc avec des chevaux qui ont tout un tas de pathologies et qui souffrent également de surpoids, voire même d'obésité. C'est pour cela qu'il faut à tout prix éviter le box H24. D'ailleurs, je parle de box, mais ça vaut également pour les minuscules paddocks dans lesquels vivent de trop nombreux chevaux. C'est vraiment important de garantir à votre cheval une grande liberté de mouvement, qu'il puisse marcher un maximum et même pouvoir fuir si nécessaire. Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin de lui donner des hectares et des hectares, de toute façon, c'est pas vraiment possible pour de nombreux chevaux, mais voilà, plus il aura d'espace et mieux ce sera.
Pour essayer de l'inciter à se déplacer davantage, vous pouvez essayer d'agencer un petit peu son terrain, par exemple en séparant les différents points d'intérêt. Vous pouvez positionner l'eau, le foin et l'abri à des points stratégiques les plus éloignés les uns des autres. Vous pouvez également créer un système de pistes qui relie tous les points d'intérêt entre eux en vous assurant qu'ils parcourent la plus grande distance pour aller d'un point A à un point B. C'est sur ce système notamment que sont basés tous les systèmes d'équipistes, de Paddock Paradise, d'écuries actives, etc. Donc des formules d'hébergement qui sont de plus en plus à la mode et qui, j'espère, vont continuer de se développer en France. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 besoins fondamentaux chez le cheval, et si on passait à l'action? Au final, les besoins fondamentaux du cheval, c'est quoi? Tout simplement une vie au grand air, en petit troupeau et avec des fourrages à volonté. Ça paraît simple comme ça, et pourtant, malheureusement, c'est quand même assez difficile, surtout dans les grandes villes, d'offrir ces conditions de vie idéales à nos chevaux. Et pourtant, respecter ces 3 critères vous permettra de prolonger son espérance de vie, mais aussi de lui assurer d'être mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Après voilà, c'est pas forcément souhaitable non plus de tout chambouler la vie de votre cheval pour autant. S'il vit actuellement en box ou même en petit paddock isolé, vous risquerez de lui faire plus de mal que de bien en le passant soudainement en troupeau dans des hectares et des hectares d'herbe, etc. Votre cheval va en effet devoir en un temps record apprendre à se sociabiliser, à supporter les insectes, les intempéries, etc., etc. Tout cela va lui engendrer un maximum de stress et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il préfère revenir vivre au box. Non, le mieux, là encore, c'est d'y aller vraiment progressivement. La première chose à faire, c'est tout simplement de lui apporter du fourrage à volonté, ou au moins en grande quantité. Évitez de laisser votre cheval plus de 4 heures sans nourriture afin de limiter les excès d'acidité. Et si vous le complémentez, assurez-vous que les quantités ne soient pas trop conséquentes et divisez-les autant que possible en plusieurs petits repas. La deuxième chose à mettre en place, ça serait de lui permettre d'avoir des contacts sociaux. Déjà, dans un premier temps, si vous pouvez lui permettre de voir et de toucher des congénères, ça serait vraiment super. Ensuite, le reste viendra petit à petit. Et enfin, dernière chose, permettez-lui d'avoir du mouvement en augmentant progressivement ses sorties au pré ou au paddock. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bon, si vous êtes encore là, je suppose qu'elle vous a plu. Je suppose également que ce sujet vous intéresse, auquel cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum afin de m'aider à la faire connaître. Comme ça, un plus grand nombre de personnes seront sensibilisées au bien-être animal, ou en tout cas aux besoins fondamentaux du cheval. Et petit à petit, on arrivera de plus en plus à avoir des écuries qui proposeront des conditions de vie idéales pour nos chevaux. Je vous invite également à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à poster un petit commentaire pour me raconter les conditions de vie de votre cheval, pour me dire si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses, vous a fait un petit déclic peut-être pour changer des choses auprès de votre cheval, peut-être pour me partager vos doutes, vos questionnements, etc. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, ciao!